Deuxième chant. Lorsqu'au petit matin parut l'aurore aux doigts de rose, le fils d'Ulysse se leva en hâte de sa couche et s'habilla. Il mit son glaive aigu à son épaule. À ses pieds reluisants, il fixa de belles sandales, puis sortit de sa chambre. On l'eût pris pour un immortel. Il ordonna bien vite aux héros à la voix sonore d'appeler au conseil les Achéens aux longs cheveux. À cet appel, ceux-ci se rassemblèrent sans retard. Une fois tous les hommes réunis en assemblée, Télémaque s'approcha d'eux, une lance à la main. Il ne venait pas seul, 2 chiens rapides le suivaient. Athéna l'avait revêtu d'une grâce divine, si bien que son entrée attira les regards de tous. On s'écarta, et il prit place au siège de son père. Égyptios fut le premier à porter la parole. C'était un héros chargé d'ans, qui savait 1000 choses. Son fils, le lancier Antiphos, à bord de ses nefs creuses, avait suivi Ulysse le divin vers Ilion, riche en poulains, mais fut tué par le cruel Cyclope, qui en fit son dernier repas dans sa grotte profonde. 3 garçons lui restaient. L'un, Eurynome, était du nombre des prétendants. Les 2 derniers géraient le patrimoine. Mais c'est au premier qu'il pensait en se rongeant le cœur. Tout en se lamentant sur lui, il leur tint ce discours. « Hommes d'Ithaque, écoutez-moi, j'ai 2 mots à vous dire. Nous n'avons jamais plus tenu conseil ni assemblée depuis que le divin Ulysse est parti sur ses nefs. Qui donc nous convoque aujourd'hui? Qui peut bien en avoir un si pressant besoin? Est-ce un jeune? Est-ce un ancien? Aurait-il entendu parler du retour de l'armée, et voudrait-il nous informer de ce qu'il vient d'apprendre? Ou nous entretenir de quelque autre intérêt public? Il m'a l'air d'avoir agi comme il faut. Ah, puisse Zeus mener à bonne fin ce qu'il projette en son esprit. » Il dit, et son souhait toucha le cœur du fils d'Ulysse. Se levant aussitôt, il se mit au milieu des gens pour leur parler, et c'est debout qu'il prit en main le sceptre que vint lui tendre Pisénor, le héros avisé. S'adressant d'abord au vieillard, Télémaque lui dit « Vieillard, cet homme n'est pas loin, et tu vas le connaître. C'est moi qui vous ai rassemblés, tant ma peine est cruelle. Je n'ai point entendu parler du retour de l'armée, et ne sais rien de sûr que je puisse vous rapporter. Je ne veux point débattre ici d'un intérêt du peuple, mais parler d'une affaire à moi, car un double malheur a frappé ma maison. Oui, j'ai perdu mon noble père, qui régna sur vous tous et vous aima comme des fils. Et voici plus terrible encore, qui aura vite fait d'abattre ma maison et de la vider de ses biens. Des prétendants harcèlent, malgré ses refus, ma mère. Ce sont les fils de ceux qui ont ici le premier rang. Ils craignent de se rendre chez son père Icarios, qui, fixant les cadeaux d'usage, accorderait sa fille à l'homme digne de son choix et de son agrément. C'est chez mon père, à moi, qu'ils passent toute leur journée, à immoler nos bœufs, nos moutons et nos chèvres grasses, à festoyer, à boire notre vin au sombre feu, sans se gêner. Et le meilleur s'en va, car il nous manque un homme tel qu'Ulysse pour défendre ma maison. Je suis encore trop jeune pour le faire, et qui me dit que j'aurai par la suite assez de force et de courage? Pourtant, si j'avais les moyens, je saurais me défendre. Ce qui se passe ne peut plus durer, et ma maison périt honteusement. Qu'attendez-vous pour vous fâcher? Craignez le blâme de tous ceux qui vivent près d'ici dans notre voisinage, et prenez garde que les dieux outrés ne fassent retomber ces crimes sur vos têtes. Au nom de Zeus olympien et de cette Thémis qui disperse ou qui réunit le peuple en assemblée, arrêtez, mes amis. Laissez-moi seul à ma douleur cruelle, à moins que par hasard mon noble père Ulysse n'ait sciemment causé du mal aux Achéens guettrés, et que pour vous venger de lui, vous n'en fassiez autant en lâchant contre moi ces gens. Comme j'aimerais mieux que ce soit vous qui dévoriez mes biens et mes troupeaux. Si ce n'était que vous, je saurais me dédommager. Je m'en irais vous harceler de plaintes par la ville et réclamer justice, afin que tout me soit rendu. Mais comment guérir aujourd'hui du mal que vous me faites? » Il dit, plein de courroux, et en voyant son sceptre à terre, il se mit à pleurer. Alors chacun s'apitoya. L'assistance resta muette, et nul n'aurait osé répondre à Télémaque en l'accablant de mots acerbes. Le seul Antinos prit la parole et s'écria. « Quel discours, Télémaque! Ô bouillant prêcheur d'agora! Tu viens nous insulter. Tu veux nous traîner dans la boue. La cause de tes maux, ce ne sont pas les prétendants, mais bien ta mère, à toi, qui pour la ruse est sans rival. Voilà déjà passé 3 ans, en voici bientôt 4, que nous la voyons se jouer du cœur des Achéens, leur donner à tous de l'espoir,
transmettre à chacun d'eux des messages trompeurs et combiner d'autres projets. Tu sais le dernier stratagème né de son esprit. Elle avait fait dresser dans le palais un grand métier pour y tisser un immense linon, et nous disait « Mes jeunes prétendants, le divin Ulysse est bien mort, mais quoique cet hymen vous presse, attendez que j'achève, car je ne voudrais pas que tout ce fil ne serve à rien. Ce sera pour ensevelir notre seigneur Laërté, quand la mort viendra le coucher dans son dernier sommeil. Sinon quelque Achéenne irait m'accuser devant tous de laisser sans suaire un homme qui avait de quoi. » Ces mots calmèrent aussitôt la fougue de nos cœurs. Dès lors, pendant le jour, elle tissait sa grande toile, mais la défaisait chaque nuit, à la lueur des torches. Pendant 3 ans, elle cacha sa ruse et nous trompa. Mais lorsque le temps amena la 4e année, une femme d'ici qui savait tout lâcha le mot. On la surprit comme elle défaisait sa belle toile, si bien qu'elle dut la finir, en dépit qu'elle en eut. Et voici la réponse que te font les prétendants, afin que tout soit clair pour toi et pour les Achéens. Tu renverras ta mère, et tu lui diras d'épouser l'homme qui lui plaira et que désignera son père. Mais à vouloir toujours tromper les fils des Achéens, à compter sur les dons qu'Athéna lui a prodigués, sur son art merveilleux, sur son adresse et sur sa ruse, dont rien n'a jamais approché dans les siècles passés parmi les femmes d'Achaïe aux cheveux bien bouclés, ces Tyros, ces Alcmènes, ces Mycènes couronnées, dont pas une n'avait l'esprit profond de Pénélope. Ces calculs ont fini par se retourner contre toi, car nous te mangerons tout ton avoir et tous tes vivres, tant qu'elle restera fidèle au dessein que les dieux lui ont mis dans le cœur. Pour elle, ce sera la gloire, mais pour toi, le regret de tant de richesses perdues. Nous n'irons en effet ni sur nos terres ni ailleurs, avant qu'elle n'ait épousé l'Achéen de son choix. Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. Antinos, comment chasser d'ici contre son gré celle à qui je dois tout? Mon père vit bien loin d'ici, à moins qu'il ne soit mort. J'aurais du mal à rembourser Icarios si c'était moi qui renvoyais ma mère. Je serais en but à la fois à son père et aux dieux, car ma mère en partant invoquerait les Érinies, et c'est moi qui serais l'objet du châtiment des hommes. Ah, jamais je ne donnerais un ordre si cruel. Mais si dans votre cœur vous vous estimez offensé, sortez de ce palais et faites cher lit ailleurs. Allez de maison en maison manger vos propres biens. Ou si vous trouvez préférable et plus avantageux de consumer impunément les richesses d'un seul, dévorez tout. Pour moi, j'implorerai les immortels, et nous verrons alors si Zeus vous paiera de vos œuvres. Vous pourriez bien périr ici, sans trouver de vengeur. Tel parla Télémaque. Alors Zeus, à la grande voix, lui envoya 2 aigles du sommet d'une montagne. Ils volèrent d'abord aussi rapide que le vent, planant l'un près de l'autre avec leurs ailes déployées. Arrivés juste à la hauteur de l'agora bruyante, ils tournèrent tous deux sur place, à coups d'ailes pressées, en jetant des regards de mort sur les têtes de tous. Après quoi, se griffant la face et le cou de leurs serres, ils virèrent à droite et disparurent de la ville. Tous les témoins suivaient des yeux le terrible présage et s'interrogeaient pour savoir quelle en serait la suite. Alors le vieux héros Halithercès, fils de Mastor, vint leur parler. Il était de son temps le plus habile à prédire le sort en lisant le vol des oiseaux. En sage qu'il était, il prit donc la parole et dit « Hommes d'Ithaque, écoutez-moi, j'ai 2 mots à vous dire. Mais c'est aux prétendants surtout que je veux m'adresser, car sur eux roule un grand malheur. Ulysse ne va plus rester bien longtemps séparé des siens. Déjà tout proche, il s'apprête à semer partout le carnage et la mort. Et bien d'autres encore en pâtiront, parmi nous tous qui habitons les collines d'Ithaque. Employons-nous sans plus attendre à les calmer. Qu'ils se calment d'eux-mêmes, c'est ce qu'ils ont de mieux à faire en pareille occurrence. Je m'y connais, et ne suis point novice en la matière. Je l'affirme bien haut, tout est en train de s'accomplir comme je le lui dis, lorsque les Argiens s'embarquèrent pour Ilion en emmenant Ulysse la visée. Il lui faudrait beaucoup souffrir et perdre tous ses gens pour ne rentrer dans son pays que la 20e année sans être reconnu. Voici qu'à présent tout s'achève. À ces mots, Eurymaque, fils de Polybe, lui dit « Vieillard, rentre chez toi et va prédire l'avenir à tes enfants, de peur qu'un jour le malheur ne les frappe. Pour les prédictions, je suis 100 fois plus fort que toi. On voit voler bien des oiseaux sous les feux du soleil, sans qu'ils présagent l'avenir. Tu nous parles d'Ulysse, il est mort, loin d'ici, et que n'as-tu péri toi-même à ses côtés? Tu ferais un peu moins de prophéties, et tu n'attiserais pas la fureur de Télémaque, en espérant pour ta maison un cadeau de sa part. Eh bien, je te le dis, et c'est ce qui s'accomplira. Si tu profites de ta vieille et grande expérience pour convaincre et pousser ce jeune à sévir contre nous, c'est à lui que pour commencer, il en cuira le plus, et ceux qui sont ici sauront l'empêcher de rien faire. Pour toi, vieillard, ce sera une amende dont le prix affligera ton cœur et te vaudra beaucoup de peine.
À Télémaque enfin voici le conseil que je donne, qu'il tâche à renvoyer sa mère au logis paternel. Au prétendant de songer à la noce et de fournir tous les cadeaux qu'on doit verser pour obtenir sa main. M'est avis qu'alors seulement les fils des Achéens cesseront de l'importuner. Nous ne craignons personne, et pas plus Télémaque avec ses éternels discours que toi, pauvre vieillard, dont peu m'importe la science. Tu parles dans le vide, et n'en es que plus odieux. Ces biens, dévorés sans pitié, ne lui seront jamais restitués, tant qu'elle amusera les Achéens à ce jeu de l'hymen, où repoussés de jour en jour, nous nous la disputons pour sa vertu, en négligeant les autres parties que chacun est en droit d'espérer. Le sage Télémaque, alors, lui fit cette réponse. Eurymaque, et vous tous aussi, illustres prétendants, sur ce point, je n'ai plus prière ni discours à faire. Les dieux et le peuple achéen savent ce qu'il en est. Mais donnez-moi un prompt vaisseau équipé de 20 hommes, qui sillonneront avec moi les chemins de la mer. Je veux aller à Sparte, ainsi qu'à la Pylos des sables, m'informer du retour d'un père depuis si longtemps parti, interroger les gens ou recueillir de Zeus une de ces rumeurs qui remplissent souvent le monde. Si j'y apprends que mon père est vivant et va rentrer, je l'attendrai 1 an, bien que je sois à bout de force. Mais si j'apprends qu'il a péri ou qu'il a disparu, je reviendrai directement chez moi pour lui dresser sa tombe avec tous les honneurs funèbres qu'il mérite. Et cela fait, je donnerai ma mère à un époux. Ayant ainsi parlé, il se rassit. Lors se leva Mentor, ce compagnon qu'en embarquant sur ses vaisseaux le noble Ulysse avait chargé du soin de sa maison, pour venir en aide au vieillard et tout garder en place. En sage qu'il était, il prit donc la parole et dit « Ô gens d'Ithaque, écoutez-moi, j'ai 2 mots à vous dire. Pour un roi qui porte le sceptre, à quoi bon être doux, aimable, accommodant et se montrer plein d'équité? Mieux vaut qu'il soit toujours cruel et ses actes iniques. Car qui donc se souvient encore de ce divin Ulysse parmi tous ceux qu'il gouverna avec l'amour d'un père? Oh certes, je ne m'en prends pas aux fougueux prétendants, ni à leurs actes violents, à leurs complots perfides, car eux risquent leur tête, quand par un abus de force, ils pillent la maison d'Ulysse et le croient disparu. Non, c'est au peuple que j'en veux, à vous tous que je vois rester silencieux, sans dire un mot pour réprimer ces quelques prétendants, alors que vous êtes le nombre. Léocritos, fils d'Événor, lui fit cette réponse. Maudit Mentor, espèce de grand fou! Tu cherches donc à dresser les gens contre nous. Fussiez-vous plus nombreux, vous auriez bien du mal à nous disputer ces festins. Même si dans Ithaque Ulysse, arrivant en personne, avait l'intention de débarrasser son palais de tous ces prétendants altiers qui mangent à sa table, son épouse déchanterait, quel qu'en soit son désir, car il trouverait sur le champ une piteuse mort, même bien escortée. Tu n'as point parlé comme il faut. Que chacun d'entre vous rejoigne à présent ses domaines. Télémaque a pour le guider Mentor, Halithercès ou tel autre parmi les vieux compagnons de son père. Mais c'est ici, à mon avis, et sans bouger d'Ithaque, qu'il saura tout, car ce voyage ne se fera point. À ces mots, il se dépêcha de lever la séance, et tandis que chacun allait rejoindre sa demeure, les prétendants s'en retournaient chez le divin Ulysse. Télémaque descendit seul sur le bord de la grève, et trempant ses mains dans l'eau grise, il pria Athéna. « Écoute-moi, ô Dieu qui vint hier dans ma demeure. Tu m'as conseillé de voguer sur la mer nébuleuse pour m'informer d'un père qui n'est toujours pas rentré chez lui. Mais tout cela les Achéens me l'interdisent, les prétendants surtout, ces insolents prêts à tout faire. » Comme il parlait ainsi, il vit s'approcher Athéna. Elle avait emprunté les traits et la voix de Mentor. Lors, prenant la parole, elle lui dit ces mots ailés. « Ô Télémaque, montre-toi toujours vaillant et sage. Si la belle ardeur de ton père est bien présente en toi, si tu t'imposes comme lui par l'acte et la parole, ce voyage aura son effet et portera ses fruits. Mais si tu n'as point pour parents Ulysse et Pénélope, alors je doute que tu puisses remplir tes desseins. Ce n'est pas souvent que les fils ressemblent à leur père. Pourtant, qui va le moins, il en est peu qui va le plus. Mais puisque tu te montreras toujours vaillant et sage, et que la prudence d'Ulysse est tout entière en toi, j'espère bien que tu sauras parvenir à tes fins. Laisse les prétendants tramer et combiner leurs plans. Ce sont de pauvres fous qui n'ont ni raison ni justice. Ils ne voient même pas la mort, le ténébreux trépas, qui s'apprête à les faire tous périr en un seul jour. Rien ne saura plus entraver ton projet de voyage. Tu sais le compagnon que ton père eut toujours en moi. Je t'équipe un vaisseau rapide et te suis en personne. Rentre à présent chez toi et mêle-toi aux prétendants. Prépare les provisions, prends de quoi tout y mettre. Amphore pour le vin, sac de gros cuir pour la farine,
cette moelle à nous tous. Je cours lever des volontaires à travers le pays. Ithaque, enceinte par les flots, compte un grand nombre de vaisseaux, des neufs comme des vieux. Je vais choisir pour toi celui qui sera le meilleur. Nous l'équiperons sans tarder, et nous prendrons le large. » Tels furent les mots d'Athéna, cette fille de Zeus, et Télémaque s'empressa d'obéir à son ordre. L'âme toute troublée, il retourna en sa demeure et trouva dans la grande cour les prétendants altiers en train de flamber des cochons et d'écorcher des chèvres. Antinos, tout souriant, vint droit à Télémaque. Il lui serra la main et dit en s'adressant à lui : « Allons donc, Télémaque, ô bouillant prêcheur d'agora. Chasse loin de ton cœur desseins et propos malveillants. Reste avec nous comme autrefois, à boire et à manger. Les Achéens se chargeront de tout te préparer. Un bateau, des rameurs de choix. D'ici peu tu iras dans la sainte Pylos enquêter sur ton noble père. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Antinos, je ne peux plus subir vos insolences, me taire en vos festins et en jouir le cœur léger. Ne vous suffit-il pas, ô prétendant, d'avoir pillé jadis le plus clair de mes biens? J'étais si jeune encore. À présent j'ai grandi. J'apprends beaucoup à écouter ce qui se dit. Fort du courage qui grandit en moi, j'essayerai de lâcher sur vous les déesses mauvaises. Soit que j'aille à Pylos, soit que je reste en ce pays. Mais j'irai, je l'affirme, et ce ne sera pas pour rien. Je partirai en passager, faute d'avoir la nef et les rameurs que vous n'avez pas daigné me donner. » Il dit, et lâcha prestement la main d'Antinos. Dans le palais, les prétendants activaient le festin, tout en l'injuriant et en le couvrant de sarcasme. L'un de ces jeunes fats s'écriait en parlant de lui. « Télémaque, à n'en pas douter, médite notre mort. Il s'en va chercher du secours dans la Pylos des sables, peut-être même à Sparte. Il en a une telle envie. Il pourrait bien pousser jusqu'à la plantureuse Éphire et nous en rapporter quelques poisons pernicieux. Une dose dans un cratère, et nous voilà tous morts. » Un autre de ces fats s'écriait en parlant de lui. « Qui sait? Peut-être que monté à bord de sa nef creuse, lui aussi comme Ulysse, ira se perdre loin des siens. Mais cela ne nous donnerait qu'un surcroît d'embarras, car il faudrait partager tous ses biens, et le palais reviendrait à sa mère et à celui qui l'aurait prise. » Tel il parlait. Mais déjà Télémaque avait rejoint le cellier du palais, où s'entassaient l'or et le bronze, les coffres remplis de tissus et l'huile parfumée. Le long de la muraille, on avait placé côte à côte des jarres contenant, boisson divine et sans mélange, un vin vieux, riche de saveurs, pour le jour où Ulysse retournerait enfin chez lui, après tant de souffrances. Un double verrou maintenait étroitement fermés les battants de la porte, où se tenait en faction de nuit comme de jour une intendante à l'esprit vif, Eurycléia, la fille d'Ops, issue de Pisénor. L'ayant fait entrer au cellier, Télémaque lui dit : « Nourrice, verse-moi dans ces amphores du vin doux, le plus délicieux, après celui que tu conserves pour cet infortuné dont tu espères le retour, cet Ulysse divin, réchappé à la mort cruelle. Remplis-m'en 12, et coiffe-les chacune comme il faut. Dans de bons sacs de cuir verse de la farine d'orge, de celle broyée à la meule, il m'en faut 20 mesures. Garde-moi le secret. Que tout soit disposé en tas. Je viendrai le prendre ce soir, aussitôt que ma mère aura gagné l'étage afin d'y goûter le sommeil. Je veux aller à Sparte, ainsi qu'à la Pylos des sables, m'enquérir, si cela se peut, du retour de mon père. » À ces mots, la nourrice Eurycléia poussa un cri, et tout en sanglotant, lui dit ces paroles ailées. « Pourquoi, mon cher enfant, te mettre cette idée en tête? Tu veux courir le monde, alors qu'il ne nous reste plus que toi, mon pauvre cœur, car le divin Ulysse est mort, bien loin de son pays natal, sur un sol étranger. À peine seras-tu parti qu'ils te prépareront quelque embûche mortelle et se partageront le tout. Reste bien accroché à ton avoir, rien ne t'oblige à errer misérablement sur la mer inféconde. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Nourrice, ne crains rien, seul un Dieu a pu m'y pousser, mais jure de ne pas aller en informer ma mère, avant que 11 ou 12 jours ne se soient écoulés, de peur que me cherchant partout et apprenant ma fuite, elle n'aille en pleurant défigurer son beau visage. » La vieille, à ces mots, lui prêta le grand serment des dieux, et dès qu'elle eut juré selon les termes du serment, elle s'empressa de puiser le vin dans les amphores. Puis elle versa la farine en de bons sacs de cuir, tandis que Télémaque rejoignait les prétendants. Alors Athéna aux yeux pères eut un autre dessein. Prenant les traits de Télémaque, elle courut la ville, interpella chaque rameur, et les engagea tous à rejoindre, le soir venu, le rapide vaisseau. Elle demanda un navire au fils de Phronios, l'illustre Noémon,
qui le lui prêta volontiers. Quand, au soleil couchant, l'ombre eut gagné toutes les rues, Athéna tira le vaisseau rapide dans la mer, y mit tous les agrès qu'emportent les nefs bien pontées, et l'amarra au bout du port, où les braves rameurs se trouvaient réunis. Elle eut un mot pour chacun d'eux. Alors Athéna aux yeux pères eut un autre dessein. Elle regagna la demeure du divin Ulysse et versa sur les prétendants le plus doux des sommeils, égarant les buveurs, dont les mains lâchèrent les coupes. Sans plus attendre, ils se levèrent pour aller dormir chez eux, car déjà le sommeil tombait sur leurs paupières. Alors la déesse aux yeux pères appela Télémaque et le fit sortir de la salle richement bâtie. Elle avait emprunté les traits et la voix de Mentor. « Télémaque, il est temps. Déjà l'équipage guettré s'est mis en place. Il n'attend que ton ordre pour pousser. En route donc, il ne faut plus différer le départ. » À ces mots, Pallas Athéna l'emmena au plus vite, et l'autre suivit la déesse en marchant sur ses traces. Comme ils arrivaient au rivage où mouillait le vaisseau, ils trouvèrent non loin des flots les gars aux longs cheveux. Alors le sage et vaillant Télémaque vint leur dire « Par ici, mes amis, allons vite chercher les vivres. Ils sont en tas dans ma maison. Ma mère n'en sait rien, les autres servantes non plus. Une seule a le mot. » Là-dessus, il prit les devants, et les autres suivirent. Ils revinrent poser toutes leurs charges sous les bancs du vaisseau, comme l'avait ordonné le fils d'Ulysse. Puis Télémaque s'embarqua, précédé d'Athéna, qui alla s'asseoir à la poupe. Après quoi Télémaque se mit à côté d'elle. Alors on largua les amarres, et tous ceux qui étaient montés prirent place à leurs bancs. Athéna fit souffler sur eux la brise favorable, un zéphyr vigoureux, qui chantait sur la mer vineuse. Télémaque alors, exhortant les siens, leur ordonna de lier les agrès, ce qui fut fait avec entrain. On dressa bien haut le sapin du mât, qui fut planté dans le creux du coursier. Ensuite, on raidit les étais, et la drisse de cuir tordu hissa les voiles blanches. Le vent gonfla l'étoffe en plein, et tandis que les vagues rejaillissaient, sonores, de l'étrave qui glissait, la nef courait de vague en vague et suivait son chemin. Les agrès une fois liés le long du noir vaisseau, on dressa les cratères remplis de vin jusqu'au bord, pour en offrir aux immortels, ces dieux toujours vivants, et en premier à la fille de Zeus aux yeux brillants. La nef courut toute la nuit, et même après l'aurore.